is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Je suis ravie en fait d'avoir été invitée à participer à cette conférence pour parler d'un sujet d'actualité, effectivement, comme tu l'as dit, Frédéric. Un sujet en tout cas qui intéresse les investisseurs depuis plusieurs mois, tout particulièrement, suite à la publication de plusieurs rapports par plusieurs instances internationales de régulation. Et je fais notamment référence ici principalement au rapport qui a été publié par le Conseil de stabilité financière, le FSB, et donc qui s'inquiète du développement et de la sophistication des ETF dans le monde, donc pas uniquement en Europe. Et donc, selon cet organisme, la prolifération des ETF pourrait poser des risques. Et un certain nombre de risques, d'ailleurs, ont été avancés par cet organisme, dont, je dois souligner quand même dès le départ que tous ces risques ne sont pas spécifiques aux ETF, mais le Conseil de stabilité financière a pointé du doigt tout particulièrement les ETF synthétiques, qu'il considère de plus en plus complexes et qui comportent donc des risques qui seraient de plus en plus difficiles à cerner. Alors bien entendu, dans cette présentation, je ne vais pas parler de tous les risques qui ont été mis en avant dans ce rapport. Je vais plutôt me concentrer sur les risques de contrepartie et pas uniquement les risques de contrepartie qui existent dans les ETF synthétiques, mais je vais également aussi parler d'autres structures qui comportent aussi des risques de contrepartie, notamment des ETF physiques qui s'engagent dans des activités de prêt de titres et les risques qui existent aussi dans les ETN, les Exchange Traded Notes. Alors avant cela, avant de présenter quelques faits, je voulais juste vous dire que je vais donc présenter ces risques puisqu'ils comportent tous des degrés de risque différents. Donc on va voir de quels risques vraiment il s'agit. Est-ce qu'ils sont bien gérés par les émetteurs de ces produits? Est-ce que la transparence et les informations qu'ils fournissent sont suffisantes pour que les investisseurs évaluent ce risque de contrepartie? Et enfin, si les investisseurs sont adéquatement rémunérés pour le risque qu'ils prennent. Alors avant cela, je voulais vous donner quelques faits pour mettre un petit peu ce sujet en contexte. Jean-François, dans son introduction, a parlé un petit peu des ETF, ou devrais-je dire des ETP, des Exchange Traded Products, qui est un terme finalement qu'on devrait plutôt utiliser, puisque c'est un terme plus générique, un terme ombrelle, qui regroupe non seulement donc les ETF, qui représentent 90% de ces produits, mais aussi des ETC, des Exchange Traded Commodities, et des ETN, Exchange Traded Notes. Donc aujourd'hui, en Europe, il y a 1500 Exchange Traded Products donc, qui sont cotés, ce qui représente à peu près 240 milliards ou 250 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Et il faut savoir que près de la moitié de ces actifs gérés sont donc investis dans des structures dites synthétiques. Bien entendu, comme Jean-François l'a souligné tout à l'heure, on en parle. Pourquoi? Parce que les ETF est un marché qui est en plein boom, puisqu'il a cru, rien que sur l'année dernière, de 32%, et on s'attend à un taux de croissance équivalent cette année. Donc voilà, le décor étant planté, rentrons dans le vif du sujet. On va tout d'abord parler du risque de contrepartie donc dans les ETF synthétiques. Je vous en rappelle quand même le principe. Les ETF synthétiques sont des fonds qui reproduisent la performance d'un indice via l'utilisation de swaps qui sont fournis par des banques d'investissement. Donc effectivement, les détenteurs de ces fonds sont naturellement exposés au risque que la banque ne puisse pas honorer ses engagements, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas délivrer la performance de l'indice suite par exemple à un défaut. Et donc il y a bien là un risque de contrepartie.
À partir de là, bien entendu, les investisseurs sont en droit de se demander pourquoi ils investiraient dans des ETF synthétiques alors qu'ils pourraient très bien investir dans des ETF physiques et donc ne pas être exposés à ce risque de contrepartie. Eh bien, la réponse, c'est que les ETF synthétiques présentent quand même certains avantages par rapport aux ETF physiques, notamment la réplication synthétique permet d'offrir un meilleur tracking que la réplication physique. Pourquoi? Parce que la performance de l'indice, tout simplement, est garantie par la banque qui sert de contrepartie au swap. Donc, ce qui permet finalement d'éliminer une partie des sources traditionnelles de tracking error qui sont fréquentes dans la réplication physique. Et je fais notamment référence aux frais qui sont liés au rééquilibrage de l'indice ou encore aux diverses taxes et traitements de dividendes. Donc il n'y a pas ces coûts-là de frottement dans la réplication synthétique, ce qui permet d'obtenir très souvent un meilleur tracking. Il est vrai aussi que la réplication synthétique coûte moins cher à gérer, donc ce qui permet à ces fonds finalement d'afficher des TER inférieurs à ceux des ETF physiques. Mais attention, quand je dis que ces ETF synthétiques bien souvent surperforment ou font mieux que les ETF physiques, c'est bien souvent le cas, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail de due diligence à faire. Vous devez quand même voir si vous êtes bien rémunéré pour prendre ce risque. Et pour ça, il faut voir comment performe l'ETF. Donc, vous regardez la performance de l'ETF et que vous la comparez à la performance de l'indice, ce qu'on appelle la tracking difference. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez voir vraiment si vous êtes bien rémunéré pour le risque que vous avez pris en achetant cet ETF synthétique. Autre avantage, bien entendu, à la réplication synthétique, elle permet d'accéder à des marchés qui sont sinon difficiles à accéder. Je fais notamment référence ici aux marchés émergents. Et c'est d'ailleurs pour ça que iShares, il y a 8 ou 9 mois, a pris la décision d'utiliser des swaps pour offrir à ses investisseurs des expositions plus optimales à des pays comme par exemple l'Inde ou la Russie. Alors maintenant, comment est-ce que ce risque de contrepartie dans les ETF synthétiques est géré? Alors il faut savoir que tout d'abord, ce risque de contrepartie, il est limité par la réglementation européenne. Selon les règles UCITS, l'exposition non couverte de ces fonds aux banques ne doit pas dépasser 10% de la valeur liquidative de ces fonds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fonds doit détenir soit en propre, soit obtenir en garantie au moins un panier de titres qui correspond au minimum à 90% de la valeur du fonds. C'est ce qui permet finalement de protéger les investisseurs en cas de défaillance de la banque. De leur côté, aujourd'hui, les émetteurs d'ETF synthétiques vont plus loin. Ils essaient de minimiser davantage ce risque de contrepartie en ayant des paniers, donc soit en propre, soit déposés en garantie, qui sont de valeur supérieure à 90%, donc sont supérieures à la limite réglementaire. Et même d'ailleurs, la tendance aujourd'hui est à la surcollatéralisation, excusez-moi pour cet anglicisme, c'est-à-dire que les paniers titres, généralement, aujourd'hui, peuvent représenter plus de 100% de la valeur liquidative des fonds. Ils peuvent même aller jusqu'à 120% de la valeur des fonds, ce qui permet vraiment de réduire le risque de contrepartie, même de l'annuler, voire à ce que ce risque de contrepartie soit négatif. Alors en théorie, bien évidemment, plus le niveau de collatéralisation est élevé, plus l'exposition à la banque est réduite et donc plus de protection est offerte aux investisseurs. Mais il faut bien savoir que le niveau de collatéralisation n'est pas le seul facteur à prendre en compte si vous voulez évaluer le risque de contrepartie que vous prenez.
Et il y a d'autres facteurs importants à prendre en considération, notamment la qualité de ces titres qui sont donc placés dans ces paniers, soit détenus encore en propre, soit déposés en garantie, parce qu'il y a quand même deux modèles. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en cas de défaut, vous l'avez bien compris, c'est ce que récupéreront les investisseurs. Alors même si tous les émetteurs d'ETF synthétiques aujourd'hui suivent les règles UCITS, notamment les règles de diversification et de qualité, il y a quand même des différences. Et les émetteurs appliquent des critères différents aux titres qu'ils acceptent dans ces paniers. Alors, par exemple, je ne sais plus où j'en suis dans mes slides. Voilà. Qualité du panier de titres, panier de substitution de collatéral. Par exemple, pour des ETF sur action, certains émetteurs n'acceptent que des obligations AAA, par exemple des obligations d'État. D'autres n'acceptent que des actions, alors ça peut être des actions européennes ou encore des actions venant de pays de l'OCDE. Donc ça varie énormément et il faut noter qu'en France, beaucoup d'ETF synthétiques finalement détiennent plus de 75% d'actions européennes puisque c'est la condition pour que ce fonds-là soit éligible au PEA. Alors maintenant, comment évaluer la qualité de ces paniers? Eh bien, il faut tout simplement regarder, à notre avis, qu'il s'agisse d'obligations ou d'actions, il faut regarder la liquidité de ces titres. Ce qui est très important, c'est que ces titres soient ultra liquides d'ailleurs, qu'il s'agisse plutôt des blue chips, que ces titres soient suffisamment liquides pour qu'ils puissent être vendus très rapidement en cas de défaillance de la contrepartie. Ici, je voulais vous montrer l'extrait d'un panier de substitution d'un fonds synthétique qui est coté en Europe. Alors, quand on regarde ce snapshot avec toutes ces lignes, donc c'est juste un extrait, hein. Donc, quand on voit toutes ces lignes de titres japonais, on peut se poser la question, est-ce que ce fonds, finalement, cherche à répliquer un indice japonais? Est-ce que, par exemple, on pourrait se demander si ce n'est pas un panier qui chercherait à répliquer le MSCI Japan? Absolument pas. Il s'agit en fait de l'extrait d'un panier de collatéral du DBX Trackers Eurostock 50 que j'ai pris, pas au 6 juin, mais au 3 juin, vendredi dernier. Et donc, qui est constitué à hauteur de 25% d'actions japonaises. Le reste est composé d'actions européennes et américaines. Alors, quand on regarde ça, on peut se poser la question, donc si Deutsche Bank, qui est la contrepartie,